Maintenant, on va passer au pilotage et au contrôle des tests. À quoi ça sert le pilotage? Je pense que vous l'avez tous vu. Le but du pilotage des tests, c'est de recueillir des informations et de fournir un retour et de la visibilité sur les activités de test. Du coup, les informations à suivre, elles peuvent être collectées soit manuellement, soit automatiquement, et elles devraient être utilisées pour évaluer non seulement l'avancement du test, mais aussi si les critères de sortie du test sont satisfaits. C'est-à-dire, par exemple, est-ce que la couverture des risques, on va regarder la couverture des risques du produit, les exigences, les critères d'acceptation, tout ça. Et on va voir si ça correspond à ce qu'on avait établi dans la stratégie de test. Souvenez-vous, dans la stratégie de test, on a les critères d'entrée et les critères de sortie, en anglais input, output. Donc voilà ce que ça va être évolué. Alors quand on dit que ça va être collecté manuellement ou automatiquement, manuellement, parfois, on est obligé d'aller récupérer les informations et automatiquement, c'est en rentrant justement ces informations, on a un nouveau graphique qui apparaît parce qu'on a mis à jour l'Excel. Une méthode, une fonction pour calculer une couverture ou un résultat, un taux d'avancement, le succès, l'échec, etc. Alors, le contrôle des tests. Il va décrire toutes les mesures correctives ou d'orientation qui ont été prises à la suite de l'information et des métriques recueillies, c'est-à-dire, et non seulement rapportées. Du coup, je reprends cette phrase, le contrôle des tests. Qu'est-ce que ça va décrire? Tout à l'heure, je vous ai dit qu'on a recueilli des informations. Maintenant, on a aussi contrôlé les tests en tant que test manager. Et du coup, pour contrôler les tests, qu'est-ce qu'on va faire? On va bien décrire toutes les mesures correctives ou d'orientation qui ont été prises pendant la durée de l'US et comment s'orienter. Et je vais vous donner un exemple d'action de contrôle de test. On a par exemple soit reprioriser les tests quand il y a un risque identifié qui s'est produit. Logiciel qui est livré en retard, du coup, on est obligé de revoir les tests. On avait prévu de faire les tests de telle manière. Là, on prend du retard parce que peut-être sûrement il n'y a pas eu d'anomalie. Il y a eu pas mal d'anomalies, pardon. Du coup, on est obligé de reprioriser les tests. Et c'est le test manager qui va discuter avec le métier, par exemple, dire voilà, on arrive à la fin du sprint, là, on va pas pouvoir tout tester. Est-ce que cette fonction, on peut tester prochain sprint, etc. Ensuite, on peut d'autres exemples d'actions de contrôle de test. On va aussi modifier le calendrier des tests en raison soit de la disponibilité ou de l'indisponibilité d'un événement de test ou d'autres ressources. Parfois, on a des tests à faire. Le sprint a débuté, ça a été développé, mais l'environnement de test ne fonctionne pas. On est obligé de modifier le calendrier des tests en attendant qu'on puisse à nouveau accéder à l'environnement de test. Enfin, on va aussi réévaluer si un élément de test répond à un critère d'entrée ou de sortie, parce qu'il y a eu une modification, tout simplement. Donc, comme on avait des cas de tests, on a des suites de tests, etc. On avait la base, un critère d'entrée et un critère de sortie. À la base, on a dû modifier faute de temps ou parce qu'on a livré en retard, etc. Donc, on a donc un critère d'entrée et un critère de sortie. Ou parce qu'il y a une anomalie. Du coup, on est obligé de revoir un petit peu si malgré la modification, est-ce qu'on répond toujours aux critères d'entrée ou critères de sortie qui étaient dans la stratégie de test. En gros, c'est pour suivre le fil conducteur si vous voulez. Et malheureusement, ça arrive souvent. Il y a toujours de l'action. Alors, là, on va rentrer un petit peu dans les détails dans des indicateurs et des métriques. Et après, je vous donnerai des exemples. Donc là, je vais vous lire en général en quoi ça consiste. Et je vous donnerai un exemple. Donc, le test manager, il a des indicateurs et des métriques. Et sur quoi il porte? Ça va porter déjà sur l'avancement de la préparation ainsi que de l'exécution des tests par rapport au calendrier ou au budget qui a été prévu, la couverture des exigences, les défauts, les risques, la confiance dans le produit par rapport à tous ces sujets-là. Les métriques de tests les plus courantes sont les suivantes. On a déjà le pourcentage sur le nombre de cas de tests. On peut faire des pourcentages en fonction des nombres de cas de tests prévus, implémentés, spécifiés, exécutés, réussis, échoués, bloqués ou ignorés.
Et, et tout ça, on peut le faire par exemple dans un tableau Excel ou des fois on utilise un ARM qui le fournit déjà. On va calculer en pourcentage d'avancement tout ça. On essaiera de faire un exemple après. On peut donner aussi des informations sur les défauts, donc le et densité des défauts, les défauts qu'on a trouvés et qu'on a corrigés, sur ces défauts trouvés. Combien on a corrigé, le taux de défaillance et les résultats des tests confirmation après avoir corrigé les anomalies. On a d'autres métriques qui sont les plus courantes. On a aussi la couverture des exigences, des US, des critères d'acceptation, des risques ou encore du par, code par les tests. On a aussi les degrés d'achèvement des tests, d'affectation et d'utilisation des ressources et le temps qu'on a passé à faire ces tests. Le coût des tests, on peut estimer en jours par an. Les tests, il nous a fallu tant de jours pour les faire et le nombre d'heures prévues comparé au nombre réel. Je vais vous faire tout ça à travers un schéma. Un exemple, tout ça à travers un schéma. Donc, pour vous donner des exemples d'indications et des métriques durant la phase de test, on va prendre par exemple le taux de succès des cas tests exécutés. Ça va être le nombre de cas OK qui ont passé sur le nombre de cas tests OK plus KO sur l'ensemble de tous nos cas de tests qu'on a passé. Le deuxième taux d'échec, je pense que vous l'aurez deviné, on va cette fois-ci mettre en haut le nombre de cas KO sur le nombre de cas KO plus OK. OK. Ça sera exprimé en pourcentage. On peut aussi calculer le taux d'avancement. Ça va être le nombre de cas de tests exécutés sur le nombre de cas de tests prévus. Et ça, on peut le faire soit par itération ou par sprint. On peut aussi calculer le reste à faire. Donc, imaginez que je vais faire un sprint. On a un taux d'avancement de 70% à telle date et on a un taux d'avancement prévu à atteindre, c'est 80%. Du coup, si on arrive à une telle date, on va voir combien on est. Si on trouve qu'on est à 70%, du coup, le reste à faire, c'est 80 moins 70, du coup, 10%. Voilà, donc voilà en gros les résultats. Ce que vous pouvez retrouver comme type de métrique. Mais il y en a plein. Là, je vous ai donné juste des exemples. On peut aussi faire des métriques par rapport au nombre d'anomalies qu'on a trouvées durant le sprint, le nombre d'anomalies corrigées, etc. Puis, il y a des métriques. Plus qu'il y a des métriques, plus mieux elle est. Donc là, à présent, on va parler plutôt de rapport de test. On va déjà on va les définir. Et après, on va rentrer un petit peu dans le détail en gros. À quoi ça consiste? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Donc, je rappelle, la définition d'un rapport de synthèse de test. C'est un rapport de test qui fournit une évaluation des éléments de test en comparaison avec les critères de sortie, tandis qu'un rapport d'avancement de test, c'est un rapport de test qui produit un intervalle régulier sur l'état d'avancement des activités de test par rapport à une base de référence. Ça, c'est un petit peu ce que je vous ai montré dans le schéma tout à l'heure. Aux risques et aux solutions alternatives qui nécessitent une décision. Donc voilà, ça c'est la partie définition. On peut appeler ça aussi un rapport sur le statut des tests, tout simplement. Alors, c'est quoi le but du rapport du test, finalement? Il y en a deux. On va d'abord synthétiser et communiquer les informations sur l'activité des tests, ça paraît logique, et ça sera pendant et à la fin d'une activité de test. Donc, pendant l'activité, on aura tant de rapports à communiquer. Ça peut être quotidien ou chaque semaine. Et à la fin de l'activité de test, une fois qu'on a terminé le sprint et qu'on a bien fait tous nos tests, on a un nouveau rapport qui est plus global. Alors, avec d'autres métriques en question. Du coup, le rapport de test préparé pendant une activité de test, il peut être appelé un rapport d'avancement de test. Tandis qu'un rapport de test préparé à la fin de l'activité, on ne l'appellera jamais un rapport de synthèse de test. N'oubliez pas, un rapport de test, on peut l'appeler rapport d'avancement de test, mais un rapport de test préparé à la fin d'une activité de test, on ne peut pas l'appeler rapport de synthèse de test. C'est logique puisque c'est pas terminé en fait. En effet. Alors,
Passons maintenant au rapport de synthèse de test. On va le comparer au rapport d'avancement de test. Le rapport de synthèse de test, c'est quoi finalement? C'est un récapitulatif des tests réalisés. On y retrouve des informations sur le déroulement de la période de test. On y retrouve les écarts par rapport au plan, donc calendrier, durée et effort de test. On y retrouve les statuts des tests et la qualité du produit. On y retrouve les facteurs qui bloquent encore l'avancement et bien évidemment tous les détails des métriques sur les défauts, les cas de test, la couverture de test, l'avancement de l'activité, la consommation de ressources, risques résiduels, produits d'activité de test réutilisables, etc. Dans un rapport d'avancement de test, on y retrouve plutôt le statut des activités de test, on y retrouve l'avancement par rapport au plan de test qui a été prévu, les facteurs qui ont freiné l'avancement, les tests prévus pour la prochaine période de suivi, puisque du coup, on est à la fin on va exécuter nos tests. Du coup, on peut préparer les tests pour la prochaine période de suivi. Et enfin, la qualité de l'objet de test.